Ta mère et ta grand-mère, elles t'ont appris comment on fait une fellation? Ma mère, par exemple, elle m'a appris, elle m'a dit notamment fais attention à tes dents. Quand tu vas faire une fellation, attention à tes dents. Comment une femme, elle doit faire pour réussir à se toucher correctement? Mais pour moi, il y a au moins une femme sur deux qui va se oublier au cours de sa vie. Tu n'as pas le droit de dire des dingueries sur YouTube? Tu peux avoir un gros paf, du coup, et pas savoir comment t'en servir. Comme c'était pour des raisons religieuses, elle avait jamais exploré le sexe sous aucun angle. Et donc arrive le jour de la nuit de noces, et puis elle découvre que son mari a un micro-pénis. Hello tout le monde et bienvenue dans Carla pour toi. Comme vous le savez, ici on parle vrai, sans filtre et surtout sans tabou. Dans cet épisode, on va parler de désir féminin. Mon invitée, elle s'appelle Sylvie, elle est sexothérapeute et elle va nous parler sans tabou d'un sujet dont on ne parle pas assez souvent, la sexualité des femmes. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant pour que je puisse continuer à faire des interviews comme celle-ci. Hello, moi c'est Sylvie, je suis sexothérapeute et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions et vous dire tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le sexe. Hello Sylvie, merci d'être venue dans mon podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis trop contente de te recevoir. C'est vrai. Tu es sexothérapeute. C'est ça. On va aborder tous les sujets que les gens veulent entendre. Okay. Sylvie, moi, comment je t'ai découverte? Je t'ai découverte sur une interview sur Brut Afrique où tu expliquais comment faire une fellation. Alors vraiment, la fameuse vidéo qui a buzzé d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que de voir une femme aussi décomplexée, bah ça fait plaisir. Toi, t'as aucun tabou? Non, aucun. Aucun? Vraiment, j'ai aucun souci et je pense qu'on ne devrait pas en avoir. En tout cas, quand on parle de ça, c'est important. Bah de ouf. Et comment ça se fait que t'as aucun tabou? Bah, je pense que déjà, c'est ma personnalité qui fait que. Et puis en fait, je trouve que c'est un sujet comme un autre. Donc pour moi, c'est pas parce qu'on parle de sexe que c'est quelque chose dont il faut se cacher, pas du tout. Donc j'ai pas de tabou. Dans la vidéo pour Brut Afrique, où tu expliques comment faire une fellation, il y a beaucoup de commentaires haineux. À ton avis, pourquoi voir une femme qui parle de sexualité, ça dérange encore? Parce que si tu veux, la sexualité des femmes, elle est encore tabou, justement. Et qu'on estime qu'une femme qui parle de sexualité, c'est une femme qui n'est pas respectable, alors que c'est tout le contraire. On attend d'une femme respectable, donc là, je parle vraiment dans la tête des gens, hein. On attend d'une femme respectable qu'elle soit calme, sage, qu'elle parle pas trop, qu'elle fasse pas trop de bruit. Et toi, donc, voilà, moi, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, donc du coup, je me suis lancée. Est-ce que tu penses que le fait que toi, tu sois sénégalaise, ça a amplifié les mauvais commentaires? Ben, je pense parce que c'est sorti sur Brut Afrique, donc c'est principalement une communauté africaine qui regardait, et donc ils n'ont pas l'habitude, justement, encore pire, une femme de chez nous, c'est encore pire. Mais c'est pas mon problème, quoi. C'est pas ton problème? Non, pas du tout. J'adore. Non, pas du tout. On adore. Est-ce que, pour toi, parler de sexualité en tant que femme sénégalaise, aujourd'hui, c'est presque un acte politique? Oui, complètement. Complètement. En fait, j'ai voulu, à la base, quand j'ai commencé, j'ai voulu montrer que on peut très bien parler de sexualité et respecter les valeurs de notre culture, donc notamment la culture sénégalaise, parce qu'il faut faire la différence entre parler de sexe et être vulgaire ou on fait pas du porno, quoi. Tu vois, on éduque, principalement, en rigolant, si possible, mais voilà. On va rigoler dans ce podcast, je sens qu'on va rigoler. Ouais, en tout cas, moi j'ai 2-3 trucs à te raconter qui vont te faire rigoler, je pense. J'ai trop hâte. Je pense. J'avais une autre question pour toi. Ah oui, je voudrais que tu nous expliques c'est quoi ton métier de sexothérapeute? C'est peu courant? Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, là, ça commence un peu à se démocratiser. Donc, il faut faire la différence avec les sexologues qui, eux, sont médecins. Donc, moi, je ne suis pas médecin. Et attends. Pardon, donc, sexologue, c'est médecin. C'est ça. Ouais, sexothérapeute, c'est une formation. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'ai fait une formation. Donc, de base, j'ai fait une école d'infirmière. J'ai arrêté complètement, donc j'ai arrêté en fin de 2e année. Et ensuite, j'étais un peu dans l'errance, je ne savais pas trop quoi faire. Tu connais la vingtaine, tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie. Et puis ça m'est venu, comme je t'avais expliqué, parce que du coup, je fais déjà ça dans mon entourage. Mes copines, c'est toujours vers moi qu'elles venaient. Je me suis dit, bon, bah écoute, pourquoi pas. Elles venaient vers moi pour me demander des conseils avant le mariage, pour la première fois, pour, comme on va le voir ensemble. Donc ça, c'était avant ta formation. Ça, c'était avant ma formation. Mais comment tu avais toutes ces connaissances? De base, moi, si tu veux, j'ai mes connaissances de ma mère et de ma grand-mère. Chez moi, c'est pas très tabou. Dans ma famille, en tout cas, du côté de ma mère. Si tu veux, la femme sénégalaise, elle est très dans ça. Donc, on fait beaucoup de réunions. On fait beaucoup de réunions de famille, notamment quand une fille va se marier, pour lui apprendre un petit peu comment est-ce qu'elle va devoir se comporter dans son mariage, et notamment par la sexualité. Donc, moi, j'avais déjà entendu ça plein de fois autour de chez moi, dans ma famille. Je participais toujours aux réunions, même quand j'étais pas concernée. Mais genre, on explique quoi dans ces réunions? On explique tout. On lui explique comment être une femme, comment être féminine, comment prendre soin de son mari. Donc, on le verra après. C'est justement ce truc-là que moi, j'ai voulu casser et leur apprendre à prendre soin d'elles plus que de leur mari. Tu vois, ou en tout cas,
Parce que dans ces réunions, on te dit il faut donner du plaisir à ton mari. Exactement, quoi, ça, en gros. exactement. Donc on t'apprend notamment à faire la fellation, les positions. Si, si, What the fuck? Après, c'est pas dans toutes les familles qui vont aussi loin, mais dans la mienne, ils vont aussi loin. En tout Ta cas. mère et ta grand-mère, elles t'ont appris comment on fait une fellation? Non, pas ma grand-mère, ma mère. Ma mère. Moi, je suis pas trop à l'aise devant ma grand-mère par rapport à ça, mais c'est pas... elle a pas de problème. C'est plus moi qui ai un problème à en parler devant elle. Donc, mais sinon, ma mère, non, j'ai aucun tabou avec elle. C'est hyper drôle. Ouais, C'est charmant, on peut en parler. Genre, ta mère, elle t'a dit quoi, genre avant que tu rencontres quelqu'un, parce que... Ouais, alors moi, je suis pas mariée. Ouais. J'ai des enfants, mais je suis pas mariée. Mais ma mère, par exemple, elle m'a appris... elle m'a dit notamment, fais attention à tes dents. Quand tu vas faire une fête, fais attention à tes dents. Voilà, essaye de pas mettre tes dents, essaye de... Voilà. Elle est pas trop rentrée dans les détails non plus, tu vois, c'est-à-dire qu'elle m'a pas montré. C'était vraiment de faire attention à tes dents? Non, c'était que de me dire... Alors, quand elle me disait fais attention à tes dents, c'était pour la fête. Donc, elle me disait, quand tu vas faire ta fête, fais attention à tes dents. Mais pour que le mec te kiffe, quoi, en gros. Ouais, en gros. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ouf, en vrai. Ouais. Et donc, du coup, toi, t'as un peu inversé ça. C'est ça. Parce qu'en gros, dans les familles sénégalaises, comme t'expliques dans ces réunions, on te dit comment faire kiffer le mec. Ouais. Toi, ce que tu veux maintenant, parce que tu as ouvert un centre qui s'appelle Madrina. C'est ça, Maison Madrina, le cabinet. Madrina, où en fait, toi, ton but, c'est plus d'expliquer aux femmes comment elles pourraient avoir du plaisir. Exactement. C'est ça? En fait, j'ai essayé de déconstruire ce truc en leur faisant comprendre que c'est pas parce que tu vas d'abord penser à toi que tu vas pas penser à l'autre. Mais tu peux pas penser que à l'autre. Il faut d'abord que tu penses à toi pour que vous puissiez être épanouis tous les deux. Sinon, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, ça matche pas, quoi. J'avais une question à te poser. Ouais. Comme tu as expliqué sur Brut Afrique, et c'est comme ça que tu as fait le buzz et que moi, je t'ai découverte, comment on fait une bonne fellation? Est-ce que tu peux expliquer aux femmes qui nous regardent, pour bien introduire ce podcast, comment une femme, elle doit faire pour réussir à se toucher correctement? Donc, en fait, si tu veux, moi, je pars du principe que déjà, il faut savoir à quoi tu ressembles. Donc, l'exercice que je fais faire aux patientes qui viennent me voir au cabinet, c'est l'exercice du miroir. C'est un exercice qui est hyper connu. Donc, c'est tout simplement de prendre un miroir et de regarder à quoi tu ressembles. Parce que tu peux avoir Ça veut dire quoi, à quoi tu ressembles? En fait, si tu veux, tu peux avoir déjà vu une vulve à la télé, sur Internet, mais ça veut pas dire que la tienne, elle va forcément y ressembler. Tu vois? Donc, regarde la tienne, à quoi elle ressemble, et concentre-toi sur ton clitoris. Donc, avant de chercher à atteindre quoi que ce soit, donc en général l'orgasme, essaye de voir déjà à quoi ça ressemble. Touche les différentes parties. Est-ce que là, ça fait du bien? Est-ce que là, c'est pas trop agréable? Est-ce qu'ici, ça chatouille? Est-ce qu'ici, j'aime bien? Et après, t'adaptes en fonction, à chaque fois que tu vas le faire. Ok. Voilà. Ça vient avec la pratique. Ça vient avec la pratique. Ouais, ça vient avec la pratique. J'adore. Ok. Moi, je suis pas hyper à l'aise. En fait, j'essaye d'être plus à l'aise parce que, voilà. Ouais. Parce que je trouve ça très cool. Tu m'as dit tout à l'heure, au début de cette interview, et même quand on a échangé toutes les deux, un truc qui, moi, vraiment, me choque. C'est que tu dis que les femmes que tu reçois dans donc, ton cabinet sont plus intéressées par le plaisir de l'homme que par le leur. C'est vrai? Ouais, c'est super vrai. Après, il y a quand même une nuance à apporter. C'est-à-dire que dans certaines cultures, cette vérité, elle va être beaucoup plus présente que dans d'autres cultures. Donc, notamment en Afrique. Donc, comme on parlait du Sénégal tout à l'heure, chez nous, c'est quelque chose qui est très ancré et c'est quelque chose qu'on t'enseigne depuis que t'es petite. Et pas forcément que dans la sexualité. Hein. On t'enseigne quoi? À satisfaire l'homme, à satisfaire l'autre en général, mais surtout à satisfaire l'homme. Et le plaisir de la femme. Et le plaisir de la femme, il est complètement oublié. Il est même inexistant dans certaines cultures. Bah après, il y a dans certaines cultures aussi l'excision. C'est ça. Qui a pour but d'enlever aussi, de couper le plaisir féminin. Et parce que comme ça, on veut que les meufs... On se dit qu'elles vont rester tranquilles. Alors que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, tu vois. Donc bon. Mais encore une fois, c'est dans le but de plaire à l'homme qu'on fait l'excision. Pourquoi toujours plaire à cet homme? C'est comme ça, c'est la société, c'est malheureusement, c'est triste, hein, mais et tu vois, même les filles, enfin les femmes, je dis les filles parce que ça commence tôt, mais les femmes, on les met très tôt en compétition. Et on les met pas en compétition pour les bonnes raisons. Donc on pourrait mettre en compétition, par exemple, chez les hommes, il y a la compétition, je sais pas, moi, pour être le plus performant, le plus riche, le plus beau, le plus musclé, voilà. Chez les femmes, tu remarqueras que c'est toujours, on les met en compétition pour plaire à l'homme. Qu'est-ce que les hommes, ils aiment? Ils aiment les grosses fesses, ils aiment ci, ils aiment ça. Mais c'est toujours ce que eux, ils aiment et on nous demande pas forcément ce que nous, on aime. Et du coup, bah, ça crée forcément des femmes qui vont chercher toujours à plaire à l'homme. Toujours. Dans tout ce qu'elles font. Bah, de toute façon, t'as plein de meufs, elles sont en mode, bah, regarde mon mec et tout, elles pensent qu'elles ont réussi grâce à ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, t'as plein de filles qui viennent prendre des cours avec moi. Et la première chose qu'elles me disent, c'est, faut que je sois inoubliable. Faut que mon mec, il m'oublie jamais. Faut que mon mec, il aille jamais voir ailleurs. Moi, je les arrête. Je les arrête tout de suite. Je leur dis, moi, je t'apprends pas ça pour ça. Et puis, dans tous les cas, même si je te l'apprends, moi, je te garantis pas que ça va le faire rester ou partir. Enfin, c'est pas ça. C'est pas pour ça que tu dois apprendre. C'est pour toi. Pour toi, pour kiffer.
Et puis pour tes propres connaissances, d'abord, tu vois. C'est ouf. Voilà. Elles viennent te voir aussi pour apprendre des techniques. Ouais. Alors, tes techniques, tu vas nous en parler tout à l'heure. Est-ce que Ouais. déjà, tu peux me dire comment elles s'appellent, les techniques? Celle dont je vous parle aujourd'hui, il y a le pamplemousse Et et pétille. ça pétille. Ça pétille. Ouais, Alors, c'est vraiment, ça. j'ai hâte de savoir, parce que même ça, je sais pas encore, tu m'en as pas parlé. Mhm. Et est-ce que tu penses qu'une meuf qui kiffe pas sa vie sexuelle, Ouais. elle kiffe pas sa vie tout court? Oui et non. Oui et non. En fait, si tu veux, ça va dépendre de l'importance du sexe dans ta vie. Le sexe, il n'a pas la même importance chez tous les êtres humains, tu vois. Ça peut être hyper important pour moi et pour toi, pas tant que ça. Mmh. Donc, si tu es une personne pour qui le sexe est important, c'est sûr que si tu n'es pas épanoui, tu seras aigri. Tu vois, je sais pas si Mais non, je mais peux... parce qu'il y a... Oui, non, mais il y a souvent des expressions, oh, celle-là, elle est Ouais, mal. baiser. Voilà, on va couper parce qu'on Ouais. n'a pas le droit de dire des dingueries sur YouTube. Mais Ok. il y a quand même ce truc, cette expression-là. Mhm. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Quand on voit une meuf aigrie, c'est Bah, pas peut-être qu'elle est alors, mal. alors attends, on va se calmer. Pas toujours. Mais il y en a pour qui c'est vrai, oui, clairement. Clairement, parce qu'elles sont aigries, parce qu'elles sont, j'allais redire le mot, mais tu vois, elles sont pas épanouies, en fait. Du coup, elles sont frustrées, elles ont de la frustration. T'envoies des meufs Et puis, comme ça, bah ton oui, cabinet? bien sûr. Arrête. Oui, bah oui. Tu les reconnais comment? Bah, elles me le disent. Elles te disent, je suis ouais, non, elles me malheureuse, disent- quoi. Ah ouais, non, elles viennent me voir. En fait, si tu veux, j'ai réussi, donc je sais pas, c'est pas du tout pour me vanter, mais j'ai réussi à créer cette ambiance avec toutes les filles qui me suivent depuis longtemps et celles qui viennent maintenant au cabinet. Oui. Un peu de copines. Donc, il y a le cadre professionnel, mais elles sont tellement à l'aise qu'elles peuvent tout me dire et elles peuvent me dire des choses qu'elles diraient pas dehors, tu vois. C'est Donc, génial. quand elles viennent, ouais, c'est top. Et du coup, quand elles viennent, la première chose, ces filles-là, la première chose qu'elles me disent, c'est Madrina, j'en peux plus. Aide-moi, j'en peux plus, je suis aigrie, je suis tout le temps énervée et tout, j'en peux plus. C'est ouf. Est-ce Ouais. qu'il y a beaucoup de femmes qui font semblant d'aimer le sexe alors qu'en Ouais. vrai, c'est juste une corvée, quoi? Corvée de plus, après j'ai fait la vaisselle et maintenant je dois aller voir mon mari pour lui faire plaisir alors qu'en vrai j'en ai pas envie. C'est ça? En fait, si tu veux, c'est pas forcément qu'elles aiment pas le sexe. C'est peut-être qu'elles aiment pas comment ça se passe avec la personne avec qui elles sont Mhm. sur le moment. Donc oui, il y en a beaucoup qui vont se forcer, encore une fois, pour faire plaisir à l'autre, pour être validées. Parce qu'il y en a plein qui pensent c'est même pas qu'elles le pensent, c'est que la validation des femmes, très souvent, elle passe par ça. Tu vois, donc il y en a plein qui vont le faire pour pouvoir rentrer dans un moule et se dire, bon, bah, je l'ai fait, il est content, tant mieux. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, toujours satisfaire l'homme. C'est vrai. Mais tu penses Ouais. que vraiment en satisfaisant un homme au lit, on le garde? Non. Ou c'est un mythe ça? Non, c'est un mythe. Mais du coup, est-ce que simuler, c'est hyper courant chez les femmes? Oui, oui, oui. Il y a au moins une femme sur deux, ça c'est mon chiffre, hein, c'est pas un chiffre officiel, Ouais. mais pour moi, il y a au moins une femme sur deux qui va simuler au cours de sa vie, si ce n'est plus. Ça veut dire quoi exactement? Ben, c'est-à-dire que lors de pendant leur rapport, Ouais. les femmes, elles vont forcément simuler à un moment donné. Mhm. À un moment donné, elles vont forcément simuler. Donc, encore une fois, la question, c'est de se poser, c'est de se dire pourquoi elles le font. Est-ce qu'elles le font parce que elles veulent se faire valider, encore une fois. Il y en a qui vont me dire qu'elles le font parce qu'elles veulent pas vexer leur partenaire, parce que lui, il pense qu'il est trop fort et que voilà, tu vois, et qu'elles veulent pas le vexer, elles veulent pas le rabaisser dans son ego. Il y en a et il y en a même qui te disent, je simule parce que je veux que ça termine vite. Je veux que ça se termine vite, donc je vais simuler, il va croire que c'est trop bien, et puis on passe vite à autre chose. Et comment on fait alors pour dire à son partenaire que c'est pas bien? Il faut communiquer. C'est la clé dans un couple, pour moi dans toutes les relations, mais dans un couple, la communication, c'est la clé. Il faut parler. Donc il y en a qui sont pas forcément à l'aise pour dire certaines choses. Moi, ce que j'aime bien leur proposer, c'est de faire des jeux. Par le jeu, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut se permettre de dire. Tu sais, c'est comme si tu étais dans une bulle où tu te dis ce que je dis ici, c'est dans le jeu. Et après, je retourne à ma vie normale et on oublie ce que j'ai dit. Tu vois. Donc, le jeu, ça aide beaucoup. Ça facilite beaucoup. En tout cas, moi, les filles, les jeux de rôle, par exemple. Ça peut être des jeux de rôle. Il y a un jeu tout bête, c'est qu'on faisait quand on était au collège, Action Vérité. Ouais. C'est hyper enfantin, mais ça marche très bien. Parce que dans le Action Vérité, tu vas te permettre de poser des questions que tu n'oserais pas forcément dans une discussion lambda. Tu vois. Donc ça marche plutôt bien. C'est ça que tu conseilles aux filles qui aiment entre autres, ouais. C'est intéressant. Et ça marche bien, hein. Franchement, ça marche super bien. Même eux, de leur côté, les hommes, donc, du coup, voilà. Même eux, quand tu fais un jeu avec eux, il y a des choses où c'est comme nous. Ils vont se dire, OK, là, elle m'a proposé un jeu, donc là, je peux le dire. Tu vois, alors que si tu lui poses, je sais pas, moi, vous êtes en train de cuisiner, tu lui poses la question comme ça, il va tout de suite se braquer et se dire, peut-être il y a un piège. Elle veut me piéger, pourquoi elle me demande ça? Alors que si c'est dans le jeu, tu vois, ça met un cadre, en fait, à la discussion et ça peut être intéressant. C'est ouf. Ouais. Sur TikTok, on voit plein de gens qui disent, ouais, les gros pafs, c'est hyper important. Tu dirais quoi à ces jeunes qui disent ça? Je dirais que c'est n'importe quoi, parce que c'est pas forcément la taille qui compte. Ça peut compter, mais non, pas forcément. Tu peux avoir un gros paf, du coup, et pas savoir comment t'en servir.
Non, mais c'est vrai. Ou alors, tu peux te servir que de ton paf, alors que tu as une bouche, tu as des mains, enfin, tu vois, tu as plein d'autres choses pour explorer le sexe et pas que ton paf. Donc, le sexe, c'est pas seulement... La pénétration, non. Et ça, c'est important d'en parler. C'est important de déconstruire cette idée que le sexe, c'est uniquement une pénétration et que le rapport sexuel s'arrête aussitôt que l'homme a éjaculé. Je peux dire ça? Bien sûr. Okay. Enfin, on va peut-être te biper à certains moments. Ok, d'accord. Mais donc, tu peux parler. C'est hyper important de déconstruire ça. Le rapport sexuel, il y a des gens qui ont des rapports sexuels sans pénétration. Ça existe, ça arrive, pour diverses raisons. Je te dis n'importe quoi. Une femme, par exemple, il y a des femmes qui se font opérer. Oui. D'accord, qui se font opérer, qui peuvent pas forcément avoir de rapport avec pénétration, mais pour autant, elles ont quand même du désir pour leur partenaire et leur partenaire a toujours du désir pour elles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien et on se regarde dans le blanc des yeux jusqu'à ce qu'on puisse le faire? Non. Comme j'ai dit, on a des mains, on a d'autres parties. Mais les gens ne sont pas au courant de ça. Pas toujours, pas toujours. Surtout chez les jeunes. Tu m'as dit aussi qu'une fois, il t'est arrivé un truc quand même assez fou en consultation. Tu étais avec une jeune femme qui est venue te voir et elle a découvert qu'elle a été abusée en parlant avec toi. Tu peux me raconter cette histoire? Ouais, en fait, si tu veux, c'était une jeune femme de 25 ans qui est venue à la base, qui m'a consultée parce qu'elle s'est mariée et qu'au bout d'un an de mariage, elle n'arrivait toujours pas à avoir de pénétration avec son mari. Donc, elle souffrait de ce qu'on appelle le vaginisme. Donc, le vaginisme, très grossièrement, c'est le fait que le vagin se contracte au moment de la pénétration et qu'il empêche toute pénétration. Donc, elle est venue me voir parce qu'elle ne comprenait pas. Et elle me disait, je ne comprends pas, mon mari, il m'attire physiquement, sexuellement, je le désire, je l'aime, il me met en confiance, il y a tout, mais j'y arrive pas. On a tout essayé, on a utilisé du lubrifiant et ça ne fonctionne pas. Et donc, de par mon expérience, je me suis dit, on va essayer d'aller voir un petit peu du côté psychologique. Donc, moi, je ne vais jamais te poser des questions claires. Je ne vais jamais te demander si tu as déjà été abusée, par exemple, tu vois. On va parler de ton enfance. Je vais te laisser me dire ce que toi, tu as envie de me dire sur ton enfance. Et souvent, ça peut être un mot, ça peut être une odeur, ça peut être, je sais pas moi, une musique qui vont faire remonter les souvenirs. En général, quand on a un trauma, très souvent, le cerveau, en fait, il se met en mode protection et il te fait oublier ce qui s'est passé pour que tu puisses continuer de vivre, tout simplement. Et donc, cette fille-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant, j'ai remarqué qu'elle me parlait beaucoup d'une personne qui n'est pas forcément dans son cercle familial très proche, mais elle en parlait tout le temps. Ok. C'était qui cette personne? C'était son oncle. Le frère de sa mère, mais qui vivait pas avec eux, tu vois, il le voyait pas tout le temps. Elle le voyait pas tout le temps. Et donc, on en a parlé, on en a discuté, et j'ai remarqué aussi, surtout, donc je l'ai observé pendant qu'on parlait, qu'à chaque fois qu'elle parlait de lui, elle avait un tic avec ses mains. Elle faisait quelque chose avec ses mains. Donc, elle se grattait très souvent l'oreille, comme ça, tu sais, comme quand t'es gêné, quand elle parlait de lui. Donc, on a développé un petit peu cette partie-là avec lui. On a refait d'autres sessions. Elle est partie chez elle, elle est rentrée. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, écoute, après notre échange, j'ai discuté avec mes sœurs. Et je leur ai dit que, je sais pas, je ressentais un truc bizarre par rapport à cet homme. Et ses sœurs lui ont avoué qu'elles avaient déjà été violées. Personne n'en avait jamais parlé. Et là, comme ça, elle s'est remontée et elle s'est souvenue qu'elle avait été violée par cet oncle. C'est fou. Ouais. Est-ce que tu penses que le porno, ça peut modifier le désir dans la vraie vie? C'est une question qui gêne un peu. Les gens, ils n'aiment pas trop cette question. Moi, je m'en fous. Mais oui, forcément. Tu vois, c'est comme si je te demande, est-ce que tu penses que regarder des films sur des serial killers, ça peut éventuellement perturber quelqu'un? Bah oui. En fait, tout dépend l'état d'esprit avec lequel tu regardes le film et à quelle fréquence aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais forcément, si tu regardes un film, tu sais que c'est un film. À partir du moment où tu essayes d'adapter ce que tu vois dans les films à la réalité, c'est là que ça va poser problème. Parce que, bah, justement, dans un film, ce qu'on fait, c'est scénariser. D'accord ? Donc, on a scénarisé, on va augmenter certains effets pour que ça fasse l'effet « waouh, c'est un film », c'est l'objectif. Maintenant, si tu regardes le film en te disant « je veux apprendre à travers ce film », là, c'est compliqué. Est-ce que toi, en tant que sexothérapeute, tu penses que c'est normal de regarder quand on est en couple du porno ou pas? Bah écoute, si les deux sont d'accord et que, encore une fois, comme je t'ai dit, les deux le regardent parce que ça les excite plutôt que pour apprendre, il n'y a pas de souci. Tu vois, alors que si on regarde, si les deux regardent, lui regarde pour se dire alors, lui il a fait comme ça, moi aussi je vais faire ça. Elle se dit ok, il faut que je me place dans telle position, il faut que je crie comme ça. Non, c'est pas naturel. Au final, donc oui, là ça pose problème. Mais si vous regardez parce que ça vous excite tous les deux, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que tu peux donner un peu des conseils? Là, on va faire une grosse partie sur les conseils, parce que je pense que c'est ce que les gens veulent tous écouter. On veut des conseils. Déjà, je voudrais savoir combien ça coûte de faire une consultation en sexothérapie avec toi. Alors, chez moi, on a deux tarifs. Donc, on a le tarif à la demi-heure, parce que y a des gens qui viennent, qui savent tout de suite ce qu'ils veulent et on va droit au but.
Donc la séance, elle est à 48 €. Et après, on a une séance d'1 heure qui, là, est à 72 €. Alors, maintenant qu'on a posé les bases, on veut des conseils. Ok. Donc Sylvie, premier conseil. Déjà, on va commencer à la base. La sexualité, ça peut être source d'angoisse, surtout au début. Quel conseil tu donnerais si là, en face de toi, tu avais une jeune fille qui s'apprêtait à faire sa première fois? Concrètement, tu lui expliques comment? Tu lui dis quoi? Déjà, la première des choses que je lui dirais, c'est que on n'est pas dans la performance. Donc ça, c'est de manière générale, mais c'est encore plus vrai la première fois, tu vois. Le premier rapport, il n'est pas censé faire mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont te dire que ça fait mal, mais c'est pas censé faire mal. Quand ça fait mal, soit on arrête, on réajuste, on ralentit, on change de position et on voit pourquoi ça fait mal. On force pas, c'est surtout ça. Et la première fois aussi, tu as le droit de changer d'avis. Si tu avais décidé que c'était ta première fois et qu'au bout du compte, arrivé à l'instant T, tu te rends compte que tu n'es pas prête, il n'y a pas de souci à faire marche arrière. Là, je vais donner un conseil un peu plus pratique, si tu veux, c'est utiliser du lubrifiant la première fois. Parce qu'avec le stress, avec l'angoisse, avec toutes les questions qu'on peut se poser, on peut peut-être avoir du mal à lubrifier naturellement. Et du coup, apporter un lubrifiant, ça peut faciliter le rapport et du coup éviter les douleurs, quoi, surtout. Je me posais la question, Sylvie. Quand on aime son partenaire, mais qu'on n'est plus attiré sexuellement par lui, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut se poser la question de savoir est-ce que tu es vraiment plus attiré par ton partenaire ou est-ce que c'est la sexualité à un moment donné qui te pose problème. La libido, déjà, il faut se rendre compte que ça fluctue, surtout chez la femme, d'accord? Donc, se poser la question, comme je te disais, est-ce que vraiment j'ai plus du tout envie de lui ou est-ce que j'ai plus envie tout court? Ensuite, il faut discuter avec lui parce que des fois, il peut se passer des choses dans la vie de couple qui font que tu n'as plus envie. Donc, par exemple, quand tu te sens pas écouté, quand tu te sens pas en sécurité, quand il y a eu tromperie, ça peut arriver, tu vois. Et on va pas forcément associer ces deux éléments alors qu'ils sont complètement liés. Quand il y a eu une tromperie, comment on fait pour après avoir à nouveau des... Enfin, si on a décidé de rester avec son partenaire, comment on fait? C'est ça, comment on fait? Il faut discuter, il faut être sûr d'avoir vraiment pardonné. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent en se disant j'ai pardonné et au final elles ruminent tout le temps. Et forcément, ça joue sur ta libido, ça c'est sûr et certain. Sylvie, comment faire quand on se sent moche et pas désirable au lit? Alors, déjà, il faut savoir que c'est pas parce que toi, tu te trouves moche que les autres te trouvent moche. Ça, déjà, c'est déjà le premier point. Et c'est pas parce que tu te trouves moche que tu n'es pas désirable. Toi, ta définition de désirabilité n'est pas forcément celle de ton partenaire. Et ça arrive très souvent. Tu vois, nous, les femmes, on a toujours un petit bourrelet ici, un petit truc, et on pense que... Alors que lui, il s'en fout complètement. Au contraire, il y a des choses que nous, on va trouver moins attractives que lui vont l'attirer. Tu vois. Donc, et encore une fois, tu vas dire que je parle beaucoup de communication, mais pour moi, c'est vraiment la clé. Il faut communiquer. Tu peux expliquer à ton partenaire, par exemple, là, je sais pas, après un accouchement, par exemple, tu peux lui dire, voilà, je me sens pas très bien, j'aime pas trop qu'on allume les lumières, parce que j'aime pas mon ventre, parce que j'aime pas mes seins. Et puis, si ça se trouve, lui, il va te dire des choses qui vont te rassurer et qui vont t'aider à passer outre. Tu vois. Donc, parfois, c'est pas le cas. Parfois, ils vont encore plus t'enfoncer, non? Ça dépend. Après, après, ça dépend. Ça dépend vraiment de ton partenaire. Ça dépend de ton partenaire, mais c'est important de verbaliser les choses. Parce que nous, on a tendance souvent à croire, les femmes, que les hommes, ils peuvent deviner, alors qu'ils devinent pas du tout. Donc, à ton avis, pourquoi on a autant de tabous à en parler? Parce qu'on a fait du sexe quelque chose de sale, quelque chose de dégradant. Après, il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a la culture, il y a les religions, il y a plein de choses qui font que le sexe, c'est pas quelque chose dont on peut parler librement comme ça, tu vois, alors que moi, je pense que si. Parce que pour moi, c'est exactement la même chose que t'as mangé quoi à midi? Enfin, voilà, pour moi, c'est... Tu penses quoi des gens qui attendent le mariage? Moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Très honnêtement, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Si tu te sens mieux dans le fait d'attendre après le mariage, que ce soit religieusement parlant ou pour d'autres raisons. Parce qu'on pense que les gens qui attendent le mariage, c'est que par rapport à la religion, pas du tout. Il y en a qui estiment que le mariage, c'est quelque chose d'important pour eux et que le sexe est sacré et qu'ils ne veulent donner ça qu'à leur futur mari. Est-ce que tu as déjà reçu en coaching des filles qui se sont mariées, qui ont dû faire la première fois avec le partenaire et du coup, elles n'ont pas kiffé? Oui, raconte. J'en ai reçu. Tout à l'heure, on disait que la taille, c'était pas forcément important, mais j'ai bien dit pas forcément. D'accord? Donc, ça peut être important. Donc, c'est une femme qui s'est mariée à 32 ans. Donc, elle a attendu 32 ans. Elle a attendu 32 ans? Ouais, 32 ans. Bon, c'était pour des raisons religieuses. Ok. Mais du coup, comme c'était pour des raisons religieuses, elle avait jamais exploré le sexe sous aucun angle. Ok. D'accord? Et donc, arrive le jour de la nuit de noces, et puis elle découvre que son mari a un micro-pénis.
Je te jure que c'est vrai. Et en fait, si tu veux, elle était partagée entre le qu'est-ce qui se passe et je veux pas lui faire mal. Parce que le pauvre, c'est pas de sa faute, il l'a pas choisi. Tu veux pas lui faire mal carrément? Ouais. Comme ça, Ouais. mal? Ben non, elle voulait pas lui faire mal. Le blesser. Oui, le blesser. Ok. Elle voulait pas lui blesser parce que c'est pas de sa faute, du coup. Oui. C'est un handicap et bah, le pauvre, il y peut rien, tu vois. Et donc, elle savait pas quoi faire. Elle savait pas si elle devait rester, partir. Bon, au final, elle a divorcé. Parce qu'elle s'est dit qu'elle avait pas attendu 32 ans pour ça, quoi. C'est triste, mais ouais, ça arrive. Du coup, elle a regretté? D'avoir attendu? Oui. Non, parce que du coup, c'était ses convictions religieuses. Donc, elle était quand même contente d'avoir attendu. Mais elle s'est dit, j'aurais dû poser certaines questions avant. Mais moi, je lui ai dit, tu peux poser des questions, on va pas te donner forcément les vraies réponses. Hein. Donc ouais, c'est un risque à prendre. Tu peux pas demander à une personne avant de te marier avec lui s'il a un micro-pénis? Alors, tu vas peut-être pas lui demander directement, mais tu peux essayer de faire des sous-entendus, tu vois. Et après, la personne, elle est pas obligée de te répondre. C'est ça le problème. Donc, c'est un risque à prendre. Oh là là. C'est un risque à prendre. Ok, c'est quoi le conseil le plus fou qu'on t'ait demandé en consultation? Alors, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une question. Ok. C'est donc une femme qui m'a demandé si elle avait des rapports sexuels pendant qu'elle était enceinte avec son mari. Ok. Est-ce que, du coup, le sexe de son mari touchait son enfant? Parce qu'elle voulait pas que ça touche son enfant. Non, mais ouais, c'est vraiment. Et je me suis dit, mais... Et c'était une femme d'un certain âge quand même, hein. C'était pas une gamine, quoi. Tu vois? C'est fou comment, en fait, les gens, on ne connaissent pas. En fait, on connaît rien Non. à rien puisqu'on n'en parle pas. Ben c'est ça, en fait. Et c'est ce que, à chaque fois, c'est ce que j'explique aux filles qui viennent me voir, parce qu'il y en a qui viennent me voir en ayant honte. Et je leur dis, mais explique-moi, comment est-ce que tu veux savoir quelque chose qu'on t'a jamais appris? Donc, t'es là pour apprendre. On est là pour ça, donc tu vas apprendre, mais tu pouvais pas le savoir si personne ne te l'avait jamais appris, tu vois. Et c'est, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment de ce côté-là qu'il y a un manque. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain âge et il y a des personnes qui savent rien de rien, vraiment, qui ne connaissent ni leur corps, ni le corps de l'autre, et c'est fou, quoi. Justement, on va parler de l'orgasme féminin, dont on parle beaucoup, mais que finalement très peu connaissent ou pas forcément, on ne sait pas. Pourquoi certaines femmes n'ont jamais connu l'orgasme féminin? Bah, pour beaucoup, parce qu'elles connaissent pas leur corps. Oui. Et que du coup, elles savent pas forcément comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'idées reçues. Tu vois, il y a beaucoup d'idées reçues, donc notamment sur le fait qu'il y ait l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal, ce qui est totalement faux. Ah, c'est faux, ça? Non, c'est faux. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais ça a été prouvé scientifiquement, c'est faux. D'accord. Tous les orgasmes, en réalité, proviennent du clitoris. Je vais développer. Mais ce qui va changer, c'est la stimulation. Est-ce qu'on l'a stimulé de manière externe ou est-ce qu'on l'a stimulé de manière interne? Donc là, je vais développer. Si tu veux, le clitoris, il y a ce que nous, on connaît, c'est le petit bouton là, qui est à l'extérieur, que tout le monde voit. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ton clitoris, en réalité, il est comme ça. Donc là, c'est ton vagin, d'accord? Et le clitoris, il continue à l'intérieur, il va venir enrouler comme ça ton vagin, enrober ton vagin. Donc, si tu veux, donc, quand on parle de stimulation externe, donc ce que les gens appellent l'orgasme clitoridien, ça va être la stimulation du petit gland qui est là à l'extérieur. Alors que ce qu'on appelle l'orgasme vaginal, en réalité, il provient toujours du clitoris, mais ça va être une stimulation indirecte des glandes du clitoris qui sont à l'intérieur du vagin. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est tout le clitoris, en fait. C'est ça. Ton clitoris, il ressemble vraiment à ça. Bon, après, c'est facile de trouver maintenant sur Internet. Quand tu tapes clitoris, tu vois à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment comme ça. Et donc, du coup, c'est le même orgasme. Ouais, c'est le même. Différent quand même. C'est ça, c'est le même. Il peut être de différentes intensités parce que du coup, comme je t'ai dit, on a une stimulation qui va être directe lorsqu'elle est externe et une stimulation qui va être indirecte parce que tu vas pas toucher directement le clitoris de l'intérieur. Il y a le vagin, il y a les muscles, enfin, il y a plein de trucs avant d'atteindre le clitoris. Donc, ça peut être différent, mais en soi, c'est juste l'intensité qui va varier. Et c'est quoi la différence au niveau des ressentis des deux? Ça va dépendre des femmes, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est comme souvent, on me dit, comment tu décris l'orgasme? Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose la question aux femmes et elles ont toutes des manières différentes de le ressentir, de le décrire. Donc il y en a qui vont me dire, je le sens dans les pieds. Il y en a qui vont me dire, ça commence. Ouais. Il y en a plein qui te disent, ça commence dans les pieds comme un courant électrique qui monte dans les jambes et après ça explose. Il y en a d'autres qui vont te dire, je me crispe de partout. Il y en a qui vont te dire, je ressens que j'ai envie de faire pipi. Enfin, tu vois, c'est vraiment différent. Ouais, c'est vraiment différent en fonction des femmes. Mais généralement, c'est quoi le truc qui revient le plus souvent? Les pieds. Je t'assure que c'est vrai, ouais. Je t'assure que c'est un courant. Alors, c'est pas dans les pieds, c'est un courant qui va traverser les pieds, monter dans les jambes jusqu'à la vulve. Moi, c'est le sentiment qu'on me donne le plus souvent. C'est fou. Ouais. Bah ouais. C'est marrant. Il y en a qui vont avoir, tu sais, les poils un peu qui s'irrissent. Comme quand t'as peur, tu vois. Ouais. Bah, il y en a qui ça fait ça. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des femmes
qui pensent qu'elles ont déjà eu un orgasme et qu'en fait, elles connaissent même pas la sensation parce qu'elles n'en ont jamais eu, elles se trompent? Je saurais pas réellement te répondre, même si je pense pas. Ok. Parce que je pense que quand tu as un orgasme, tu sais que tu as un orgasme. Parce que tu sens que c'est quelque chose qui est totalement différent du reste du temps et de ce que tu as ressenti le reste du temps. C'est clairement différent. Maintenant, est-ce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles ont eu un orgasme alors que non, je pense pas. Mais comment ça se fait que l'orgasme féminin, il soit beaucoup plus rare que l'orgasme masculin? Alors en soi, il n'est pas beaucoup plus rare. Non. C'est juste qu'on n'en parle pas parce que, comme on disait tout à l'heure, la sexualité de la femme, on n'en parle pas, on le met un peu sous le tapis. Mais en soi, il n'est pas beaucoup plus rare. Il va être plus rare, pourquoi? Parce que, comme je te le disais, elles vont pas trop se pencher sur leur sexualité à elles. Et donc, elles vont pas savoir comment le déclencher. Mais une femme qui connaît son corps, qui est à l'aise avec ça, qui a des connaissances, elle peut avoir des orgasmes très régulièrement. Peut-être pas à chaque rapport, mais très régulièrement. Dans un autre monde, pourquoi ce serait pas le rapport s'arrêterait quand ce serait la femme qui aurait eu son moment? Parce que tu veux vraiment que je te dise parce qu'on est dans une société patriarcale, peut-être, je sais pas. Moi, c'est la réponse que je te donnerais, mais parce qu'on estime que le rapport il s'arrête à ce moment-là. C'est fou. Ouais, parce que c'est un rapport qui va être centré sur l'homme. Ouais. Donc du coup, quand lui il a fini, c'est que c'est fini. Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont précoces comme les hommes? Non. Quoi? Non, si, il y en a, mais c'est quand même très rare. C'est quand même très, très rare. C'est très rare. C'est très, très rare. Et la différence, c'est que, comme on disait, étant donné que pour la plupart des gens, le rapport s'arrête lorsqu'il y a eu éjaculation, et du coup, un homme qui est précoce, ça va poser problème parce qu'on se dit que le rapport, il est fini. Alors que la femme, quand elle a eu son orgasme, elle peut continuer. L'homme aussi, hein, mais dans l'imaginaire collectif, non. Alors que si, complètement. Donc, il y a des femmes qui sont précoces, donc ils vont avoir un orgasme rapidement, mais ça n'arrête pas le rapport, en tout cas. Donc, par exemple, pour des femmes que tu ressens en consultation ou pas, d'ailleurs, pour celles qui nous regardent, si elles ont un mari ou un conjoint qui est précoce, ça veut dire que le rapport, il s'arrête pas à ce moment-là? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a d'autres choses à faire. Après, encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que lui, il a envie de continuer? Est-ce que toi, tu as envie de continuer? Tu vois? Si lui, par exemple, il a éjaculé très rapidement, mais qu'il sait que toi, t'es pas satisfaite, il a des doigts, il a une langue. Voilà, il peut faire quoi quand son mec il est précoce? Alors, quand ton mec il est précoce, la première des choses à faire, c'est que lui, est-ce que ça arrive à tous les rapports ou pas? Parce que ça peut être, si ça arrive une fois de temps en temps, ça peut être le stress, la fatigue, l'alimentation. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent. Ça peut être l'excitation. Une surexcitation peut faire que l'homme il va éjaculer trop vite. Donc, on se pose toutes ces questions-là. Si jamais c'est quelque chose qui est vraiment ponctuel, donc ça c'est arrivé une fois ou deux au passage, on va essayer de limiter les préliminaires. Ou en tout cas, moins d'intensité dans les préliminaires. Essayer de faire en sorte que l'excitation, elle monte pas tout de suite en pic, en flèche, parce que sinon, forcément, le résultat, voilà. Essayer de varier les positions. Il y a certaines positions où l'homme, encore une fois, il va être trop excité et donc il va éjaculer trop vite. On peut changer les positions, ralentir un peu la cadence, pas aller trop vite. Et si c'est quelque chose qui est récurrent, là, il faut consulter. Il faut penser à consulter un urologue, un sexologue, voilà, faut penser à consulter. Donc un médecin qui est pas un sexothérapeute comme toi? Non, vaut mieux aller voir un urologue et un sexologue, D'accord. Donc on a parlé de l'orgasme féminin. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment l'atteindre? Concrètement, comment atteindre l'orgasme féminin? Déjà, le truc, c'est qu'il faut lâcher prise. Et je sais qu'on entend ça partout, faut lâcher prise, mais comment lâcher prise? Il faut être à l'aise, faut discuter, faut être dans le moment. En fait, faut vivre le moment plutôt que de se poser 400 000 questions. Et les femmes, on va avoir tendance à se poser trop de questions. Est-ce que là, mes seins, ils sont bien? Est-ce que quand je suis dans cette position, est-ce qu'il aime bien? Est-ce que si? Non, faut vivre le moment présent, kiffer. Après, il y a des positions qui vont faciliter l'orgasme féminin. Tu veux que je t'en donne une? Je t'écoute. Vas-y. En général, c'est les positions. Ici, c'est une safe place, on n'a aucun tabou, donc vas-y. Écoute, super. En général, c'est les positions où la femme va être au-dessus. Très souvent. Donc, pourquoi? Parce que c'est elle qui guide l'intensité du rapport. Si elle préfère que ça aille plus vite, que ça aille moins vite, si elle préfère que ce soit une pénétration plus profonde, moins profonde, voilà, c'est elle qui guide réellement ce truc-là. Et du coup, elle va faire en fonction de ses sensations, de ce qu'elle ressent. Et donc, ce sera plus simple pour elle d'atteindre l'orgasme. Ok. Voilà. C'est ouf. Donc on va faire plaisir aux filles qu'on critiquait juste avant. Bon, elles critiquaient pas, mais tu me disais qu'en coaching, la plupart des filles, elles venaient pour faire plaisir à leur mec au lit. Donc on va leur faire plaisir. On va parler de comment être la meilleure au lit. C'est quoi vraiment être bonne au lit? Cette question, honnêtement, être bonne au lit, c'est être à l'aise.
Ok. Honnêtement, moi, c'est ce que je leur dis tout le temps parce que tu peux avoir toutes les techniques du monde, connaître toutes les techniques du monde, tous les secrets du monde. Si t'es pas à l'aise dans ce que tu fais et que t'es crispé, ça va se ressentir. Ça va se ressentir et on va voir que c'est mécanique, en fait. Tu vois, tes gestes, ils sont mécaniques. Donc, si tu veux vraiment être la plus bonne au lit, sois à l'aise. Sois à l'aise avec ton corps, avec l'autre. Sois à l'aise avec ce que tu fais. Pour moi, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Je sais qu'il y en a peut-être qui s'attendaient à ce que je leur dise fais ci, fais ça, mais non, sois à l'aise, pour moi, c'est le meilleur conseil qu'on puisse C'est donner. vrai? Ouais. T'as un autre conseil? En tant que sexothérapeute de tous ces hommes, parce qu'en vrai, on vit quand même dans une société, faut le dire, où une fille, si elle a une expérience sexuelle, bah, un, on veut pas se marier avec elle, deux, elle est mal vue, trois, on l'insulte parfois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense que c'est complètement débile. Encore une fois, c'est débile parce que pourquoi un homme qui aurait du kilométrage, ce serait un Don Juan et ce serait waouh, super, tout le monde veut de lui. Et pour une femme, ce serait le contraire. Donc après, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment dépendre de la culture. De la culture, de la religion. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, tu vois. On peut pas avoir un discours qui est totalement fermé parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Mais pour moi, c'est complètement débile. Et la sexualité d'une femme ne fait pas sa valeur, quelle qu'elle soit. Et après, il n'y a pas que dans la religion, parce que quand tu vois une Thaïs Descuffon, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une fille, par exemple, sur les réseaux, qui est masculiniste et qui dit, bah, une femme, elle doit se préserver avant le mariage. Mais tu vois, c'est pas religieux, mais c'est culturel. C'est pas religieux, mais c'est culturel. Elle, ce qu'elle dit. Elle est blonde, non? Oui. Ouais, je vois, c'est qui. Ça va être culturel, ça va être sociétal, ça va être vraiment, c'est vraiment ce qu'on entend autour de nous et la société qui fait que, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand je parle aux femmes, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut vraiment se détacher de ce regard des autres qu'ils peuvent avoir sur nous. D'accord? Je répète, la sexualité d'une femme ne fait en rien sa valeur. Que ce soit, donc quand je dis ça, c'est que tu aies une sexualité qui soit totalement ouverte et voilà, ou que tu aies une sexualité qui soit minime, ça ne change pas ta valeur. C'est pas ça qui va définir ta valeur. Donc quand on part de ce principe-là, on part du principe que tu fais ce que tu veux, quoi. Tout simplement. Généralement, quand on dit cette fille, bah, c'était un mauvais coup, elle est mauvaise au lit, c'était quoi le problème? Alors, cette question, moi, je l'ai posée aux hommes. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je m'adresse que aux femmes, que ce soit sur mes réseaux ou autres, je m'adresse que aux femmes, mais ça m'arrive qu'elles me posent des questions auxquelles je n'ai pas la réponse, j'ai pas la science infuse, et je suis pas dans la tête des hommes, même si j'aimerais bien des fois. Donc, du coup, je pose la question aux hommes, je leur ai posé la question, et tu vas être étonné ou pas, mais la plus grande réponse, enfin, le truc qui revient le plus souvent, c'est « elles savent pas suivre ». Et je te jure que c'est vrai. Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que... Et est-ce que, du coup, on en revient à pourquoi les femmes me demandent autant de cours de fellation? Est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Mais c'est le truc qui est revenu le plus souvent. Et comment on fait alors? On prend des cours. Tu veux nous expliquer? Ouais, on prend des cours et... Tu peux nous expliquer comment on fait? fait? Moi, je vous explique comment on fait. Ça te fait rire, ça, hein? Alors, donc je vais pas pouvoir te dire tout ce qu'il faut faire parce que c'est un cours, d'accord? C'est un cours qui est payant et tout, bon voilà. Mais si tu veux, si vous voulez tous les cours, vous pouvez aller la consulter chez Maison Madrina. Voilà, mais on va quand même avoir une bribe du cours. Là. Oui, bien sûr. Donc je vais te donner, si tu veux, le truc, d'accord? Au lieu de se concentrer, donc à vouloir absolument toucher toute la verge et tout, concentrez-vous sur un point qui est hyper sensible chez les hommes, c'est le gland. On peut, donc comme je te disais tout à l'heure, éviter de mettre les dents. En tout cas, essayer d'éviter de mettre les dents. Donc quand on fait une fellation, souvent c'est les dents qui vont poser problème et ça crée des douleurs chez l'autre et c'est pas très agréable, d'accord? Donc ça, c'est le truc qui revient le plus souvent, qu'on me demande le plus. Mais le gland, donc avec ta langue, ta bouche, il faut se dire que tu as une bouche, dans ta bouche tu as une langue et tu as des mains. Très important d'utiliser ces mains pendant une fellation. Donc tu vas me dire qu'est-ce que tu vas faire avec tes mains. À ton avis, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains pendant une fellation? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Aucune idée. Dis-moi. Et c'est toi la prof, attends. C'est quoi là? Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Attends, ça me tue. Attends, c'est toi le cours. Moi, je suis journaliste. Je t'écoute. Ne pleure pas. Mais c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, attends, je reprends mon souffle. Vas-y. Mais en fait, si tu rigoles, je vais repartir en rigolant à chaque fois. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Donc on reprend. Oui. Comment on fait la tes cours? T'apprends quoi aux gens? Je vais pas réussir, putain. Fais comme ça. Parce que je suis en fou rire, ça y est. Ouh là là.
Ah là là, putain. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bon. Attends, Allez, je cache c'est mon... parti. Attends, je cache mon mouchoir. C'est bon. Super. Ok, c'est bon, on est reparti. Donc, comment on fait une fellation? Comme je disais, se concentrer sur le gland. Donc, pas que, il y a plein d'autres étapes à prendre en compte, mais se concentrer sur le gland, c'est bien. Parce que c'est une partie qui est hyper innervée. En fait, si tu veux, on pourrait le comparer un peu au gland du clitoris chez nous. Donc, le petit bouton, le clitoris comme on le connaît. On peut comparer ça au gland sur le sexe de l'homme. C'est une partie qui est hyper innervée, qui est hyper sensible et que du coup, bah, on peut utiliser pour procurer un maximum de plaisir. Ok. Utiliser des lubrifiants. Il y a des lubrifiants qui sont comestibles. Le fait que ça glisse, le fait qu'il y ait, tu vois, un mélange de matière. En fait, je l'ai entendu bouger, je pensais qu'il rigolait. Le fait qu'il y ait un mélange de matière, on peut varier les intensités. Donc, aller vite, aller doucement. Donc, avec ta bouche, tu peux faire plein de choses. Par exemple, tu peux faire un effet ventouse, tu vois, cet effet-là. Donc, vraiment, essayer d'utiliser un maximum de sensations et de matière. Ok. Donc, il y a des choses, souvent, que je leur explique, c'est qu'il y en a qui aiment bien boire du thé. Tu sais, un thé bien chaud ou une boisson bien chaude. Je dis le thé parce que, tu sais, le chocolat, ça laisse une odeur et tout dans la bouche, c'est pas horrible, c'est pas terrible, pardon. Alors que le thé, ça te laisse une bouche bien chaude et c'est plus agréable quand même. C'est quand même plus agréable de... Voilà. C'est bien. Ok, donc ça c'est. Et après, du coup, quand tu expliques ça aux filles qui viennent te voir, bon, j'imagine que les cours sont beaucoup plus longs. Là, tu nous as fait un petit extrait de ton cours. Oui, les cours sont longs et surtout, on a des supports. J'imagine. Voilà. Ah, vous avez des supports dans les cours? Ouais. Mais encore, genre, vous entraînez? Ouais. C'est iconique. Elles s'entraînent, elles essaient jusqu'à... Par exemple, il y en a qui vont me dire, elles viennent me voir en me disant, mais ma bouche, elle est trop petite. Donc, c'est ce qu'elles pensent dans leur tête. Et donc, bah, on a des pénis en plastique qu'on utilise comme support. Ouais. Et elles utilisent sur ça. Et en fait, elles se rendent compte que non, ta bouche n'est pas trop petite. C'est fou. Et que tu y arrives. Voilà. Ok. C'est énorme. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais savoir? Les filles qui viennent te voir après avoir utilisé les pénis en plastique et fait ton cours, est-ce que du coup, elles sont compétentes? Ça veut dire qu'après, elles viennent te voir en disant « Ah, il y a eu un bon retour ». Oui, très souvent, très souvent. Alors, comme je leur dis, c'est pas parce que tu as fait un cours avec moi que tout de suite tu vas devenir la reine, voilà, ok. Mais plus tu vas pratiquer, ça c'est vraiment ce que je leur dis tout le temps, plus tu vas pratiquer, plus tu seras à l'aise. C'est comme pour tout. Mais vous devez être morte de rire à faire tout ensemble ça en cours avec le plastique. Ouais, si, c'est drôle. Franchement, quand on fait des cours de groupe, des cours collectifs, ouais, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Après, quand on est en one-to-one, parce que je fais des cours one-to-one, on est que toutes les deux, c'est plus sérieux. Tu vois, elles sont plus à l'aise et tout. Après, quand on est en cours collectif, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Il doit y avoir que des faux rires. Ouais. Mais on rigole beaucoup. Il y en a qui sont, enfin, elles sont toutes à l'aise de le faire devant les autres? Pas toutes, non. Ah, ok. Non, en fait, si tu veux, celles qui sont en général, ça va se faire vraiment de manière naturelle. Celles qui sont très à l'aise, elles vont commencer. Tu vois, et elles vont montrer un peu la voie aux autres. Et les autres, elles se disent, bon, bah, au final, c'est pas si terrible, moi aussi, je peux le faire. Tu vois, et en général, c'est comme ça que le cours, il se goupille un petit peu. C'est ouf. Ouais. C'est quoi pour toi l'erreur numéro 1 que les femmes elles font au lit? L'erreur numéro 1 que les femmes elles font au lit. Franchement, c'est souvent sur la fellation. Non, je te jure, je te promets. Je te promets que c'est vraiment le truc qu'elles vont faire le plus souvent. C'est mettre les dents, quoi. C'est fou, mais c'est quand je pense à tous les retours que j'ai eus, de femmes ou d'hommes, c'est le truc qui revient le plus. Elle met tout le temps les dents. Okay. Ou elles qui vont me dire je mets les dents, j'arrive pas à mettre les dents. Et l'erreur numéro 1 des hommes, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais les hommes, c'est quoi leur erreur? Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Elle est con. Ouais, si, c'est vrai. En fait, les hommes, l'erreur la plus courante qu'ils vont commettre, c'est le doigté en fait. Ils savent pas comment faire et ils y vont un peu comme des brutes. Voilà. Donc, je vais pas te faire les gestes, ou tu veux que je te fasse les gestes? Vas-y. En fait, ils vont vraiment y aller, tu vois. C'est vraiment comme ça. Alors que si tu veux, c'est pas réellement ce qu'on attend. Tu vois, ils vont pas prendre leur temps, ils sont vraiment dans la précipitation, la performance, ils y vont vite et fort. Comment? Il vaut mieux mettre ses doigts. Donc, utiliser ceux-là ou ceux-là, hein, ça dépend des hommes. Mettre ses doigts et en fait les remonter un petit peu vers le haut, d'accord? Et on peut en profiter pour utiliser son pouce et stimuler le gland du clitoris à l'extérieur. Ok, voilà. C'est ouf. Et si tu avais vraiment un vrai conseil à donner à tous les mecs qui nous regardent? Écoutez vos femmes.
écoutez vos femmes, écoutez ce qu'elles vous disent et surtout, mettez un petit peu de côté votre ego. Vous pourriez apprendre plein de trucs et vous verrez que ça se passerait beaucoup mieux. Et concrètement, au lit, des choses qu'ils devraient savoir tous. Ah, putain, j'en sais rien. Franchement, ça, j'en sais rien. Je parle pas aux hommes, moi. Je t'ai dit, je leur parle pas. Donc, un conseil au lit de ce qu'ils pourraient faire. Avec tes patientes, tu dois avoir des femmes qui, à chaque fois, il y a un truc qui revient souvent, la même chose. C'est quoi? Le même problème chez leur mec. C'est qu'ils écoutent pas. C'est vraiment ça. C'est qu'ils écoutent pas. Elles ont beau leur parler, ils écoutent pas. Et en fait, ils se concentrent sur leur plaisir à eux. C'est vraiment le truc qui revient le plus. Vraiment, ouais. C'est ce que j'ai le plus. Pourquoi tu donnes des cours aux femmes et pas aux hommes? Parce que c'est le choix que j'ai fait dès le début et que c'est pour ça que j'ai commencé Maison Madrina. C'était adressé vraiment exclusivement aux femmes. Donc après, je reçois des hommes, mais qui viennent avec leurs femmes. En couple. Mais des hommes tout seuls, je reçois pas. Et ça ressemble à quoi une séance avec un couple pareil? Ça dépend pourquoi ils sont là. Mais en général, ce qu'on fait, c'est beaucoup, ils se posent des questions à travers moi. Donc ça, c'est quand c'est des couples qui sont pas trop à l'aise entre eux, tu vois, qui ont pas une... Très souvent, c'est au début de relation. Donc, ils se posent des questions à travers moi. Du genre? Et du coup, le dernier que j'ai eu en date, c'était donc justement un homme que elle avait l'impression que son homme ne l'écoutait pas. Donc, elle me disait, quand je lui montre, quand je lui parle, il m'écoute pas. Donc, pendant les rapports, ce que je fais, c'est que je prends ses mains. Je prends ses mains pour le guider et tout. Et il veut pas et il retire sa main. Donc, on lui a demandé pourquoi tu fais ça. Voilà, on lui a demandé. On lui a posé la question, du coup, pourquoi tu fais ça? Et il dit, parce que j'ai pas besoin qu'elle m'apprenne, je sais faire. Voilà, donc c'est l'ego. Débilité, quoi. Ouais, l'ego. L'ego, très souvent, c'est l'ego leur problème. C'est l'ego leur problème. Ouais, très souvent, c'est l'ego. Et c'est pour ça que les femmes aussi, elles osent pas trop parler parce qu'elles veulent pas blesser leur ego. Tu vois, alors que c'est... Ouais, on a moins d'ego. Ouais, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins, en général. Hein. On parle de manière générale. Là. C'est ouf. Qu'est-ce que les couples font qui détruisent leur sexualité sans le savoir? La routine, donc en fait de répéter toujours les mêmes gestes, donc ça va être toujours dans le même endroit, toujours dans le lit, toujours à la même heure, on sait, c'est prévisible. Donc ils savent exactement que c'est tel jour qu'ils vont avoir un rapport, à tel moment, donc après ça va venir, c'est dans leur vie, hein, quand il y a des enfants, quand il y a le travail et tout. Donc créer la surprise, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire de temps en temps. Donc la routine. C'est vraiment ça, de suivre toujours un rythme, comme si c'était un calendrier, c'était noté dans le calendrier, on a un programme et on respecte ce programme. Donc pour moi, c'est ça l'erreur numéro 1, et de pas communiquer. Et comment on fait pour pimenter son couple? On fait des jeux. Ouais. On fait des jeux. Moi, tu verras que j'aime beaucoup les jeux, parce que ça marche vraiment bien. Tu nous as parlé de 2 jeux tout à l'heure, est-ce que tu en as un troisième? Alors si tu veux, moi j'ai créé un jeu sur mon site internet, donc c'est un jeu en 23 étapes, où justement on apprend à... C'est comme des petits défis. Tu vois, c'est des petits défis. Il y a quoi, par exemple, comme défi? On a le défi donc de mettre, donc c'est un défi qui s'adresse aux femmes. Donc elles ont des petits tickets de tombola. Bon pour une fête, bon pour, je sais pas moi, si le mec il a envie de tester un truc que toi t'as jamais voulu, bah tu le mets sur le bon, donc c'est des bons. Et tu vas les semer un peu partout dans ses affaires, dans son portefeuille, dans sa poche de jean, voilà. Et quand il le découvre, bah quand il vient te demander, t'as pas le droit de refuser du coup. Voilà. Donc c'est un exemple parmi les 23 étapes qu'il y a dans le jeu. Ok, c'est marrant. Surprendre son partenaire, ne pas toujours attendre que ça se passe, comme j'ai dit, toujours au même endroit, toujours au même moment. Donc surprendre l'autre et faire des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ça peut être les lieux, des lieux insolites. Il y a plein de lieux insolites. Sympa. Genre quoi? Je savais que tu allais poser cette question. Donc, il y en a. Donc, si tu veux, nous, on aime bien. Quand je dis nous, donc c'est le Madrid Gang. Le Madrid Gang, c'est les personnes qui me suivent. Il y a qui dans ce Madrid Gang? C'est toutes les personnes qui me suivent. Ah, ok. Les personnes, c'est comme ça qu'on s'appelle. Parce que tu bosses grave avec tes copines aussi. Ouais. Mais toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, on les appelle le Madrid Gang. Et du coup, elles les ont classés, si tu veux, les lieux insolites, du plus soft au plus hard. Donc, dans les plus soft, on a les trucs basiques, hein, dans la voiture, sur le parking de Carrefour. Pour certains, ça va être soft et pour d'autres, ça va déjà être très grave. Et le dernier que j'ai eu en date, c'était dans l'avion, dans la classe business de l'avion. Ok. Voilà. C'est le dernier qu'on m'a Comme lieu insolite? Ouais, c'est le dernier qu'on m'a donné. Cabine d'essayage, cinéma, enfin, on a sorti plein, quoi. Okay. J'en ai eu vraiment plein. J'en ai eu vraiment beaucoup. Tu dois avoir des anecdotes avec tes patientes. Donc, je voulais que tu nous en racontes quelques-unes. Ouais. Il y en a une qui est très, très marrante. Ouais. L'histoire du poirier. Raconte-moi cette histoire. Donc ça, c'était pas au cabinet, c'était en live. Ok. Donc c'est une Madrid Gang en live qui est montée en live c'était une soirée anecdote et confidence.
Et donc, quelques temps avant ça, donc tu te souviens tout à l'heure, je te disais qu'il y a certaines techniques, quand je leur en parle, elles sont un peu choquées. Donc, quelques temps avant ce live, on avait parlé de l'anulingus. Donc, l'anulingus, c'est le fait de stimuler l'anus de son partenaire avec sa langue. Okay. Donc, il y en a plein qui étaient choqués quand j'ai dit ça. Et donc, il y en a plein qui m'ont dit, moi, je vais essayer, je te dirai. Et donc, on fait le live ce jour-là et t'as donc cette fille qui monte en live et qui est complètement déboussolée, dégoûtée de la vie. Et nous, on comprend pas. Donc, on lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle me dit, oui, moi, mon mec, il est super viril en temps normal et tout. Il est dur, tu vois. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Et je lui dis, ok. Et elle me dit, donc là, déjà, donc moi, quand je vais pour faire l'anulingus, donc il accepte et tout, mais il a tellement kiffé que le mec, il s'est mis en position poirier sur le lit. Mais en poirier, il s'est mis en poirier et tu sais, à pousser des petits cris. Et elle était choquée, en fait. Elle était choquée. Elle m'a dit, il s'est mis en poirier, j'ai pas compris. En poirier, c'est-à-dire en poirier? Et la tête en bas, les jambes comme ça, et il s'est mis comme ça, quoi. Genre, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'anecdote du Madrigal. C'est vraiment l'anecdote du Madrigal. Waouh! Et les gens, ils étaient morts de rire. Non, on était morts de rire. On était morts de rire. Elle, ça la faisait moins rire. Elle était saoulée? Ah non, elle était saoulée. Pourquoi? Elle était saoulée parce qu'elle m'a dit, je voulais pas le voir dans cette position, ça m'a dégoûté. Ah non. Voilà, tu vois, ouais. Elle m'a dit, je m'attendais à plein de positions, sauf celle-là, quoi. Elle m'a dit, à la rigueur, qu'il soulève un peu ses jambes. Mais le mec s'est mis en poirier. Hein. Oh my god! C'est hilarant. T'as une autre anecdote un peu chelou avec une de tes abonnées. Ouais. Tu vois de laquelle je parle? Les yeux. Oui. Pareil, c'est donc des filles qui montent en live pour nous raconter ce qu'elles font, tu vois. Et donc ce jour-là, on demandait des anecdotes cheloues. Des trucs chelous qui leur étaient arrivés. Donc là, c'est une fille qui rencontre un mec sur une appli de rencontre. Donc c'est la première fois qu'elle le voit. Le feeling passe, tout se passe bien et tout. Il commence à se chauffer un petit peu, le rapport commence. Et là, dans le rapport, sorti de nulle part, le mec, il est au-dessus d'elle, donc ils sont en missionnaire, donc quand l'homme est au-dessus. Et sorti de nulle part, le mec, il lui ouvre les yeux. Donc en fait, il lui tient ses yeux comme ça pendant le rapport. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le mec, aucun son, plus de son, plus d'image. Il continue de faire ce qu'il est en train de faire, mais il lui tient les yeux écartés comme ça. Et on n'a jamais compris. Comment? Comme ça. Pendant tout, et jusqu'à la fin du rapport. Et en fait, elle était tellement choquée qu'elle osait rien dire. Ah là là! Et elle lui a demandé après pourquoi t'as fait ça, et il esquivait le sujet. Et elle l'a plus jamais revu, bien entendu. Oh mais sur le coup, elle s'est dit, non. Trop chelou. Trop chelou. On n'a jamais compris pourquoi il avait fait ça. Okay. S'il y a des gens qui veulent nous dire pourquoi on peut faire ça, ben on aimerait bien savoir. Tu dois avoir tellement d'anecdotes drôles. Et attends, t'en as une dernière anecdote. Le live avec la travailleuse du sexe. Ça, c'est la pire. Ça, c'est le pire. Pour moi, c'est le pire. Raconte cette celle-là. Pour moi, c'est le pire. Donc, on a fait un live avec une travailleuse du sexe parce que les filles qui me suivent avaient des questions. Elles se demandaient quel type de client elles recevaient, pourquoi, etc. Donc, elle est venue en live et elle nous a fait part des demandes les plus cheloues qu'elle a pu avoir, notamment une. C'était un client qui lui avait demandé, donc c'était un client régulier qu'elle avait, qui lui avait demandé ce jour-là, le matin, donc il l'a appelé le matin, il avait rendez-vous avec elle le soir, et il lui a demandé de congeler ses selles et de les lui... Ouais, non, t'as bien entendu. De congeler ses selles, son caca. T'as bien entendu. De congeler son caca. Congeler son caca. Voilà. Et elle lui dit, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Et il lui dit, t'inquiète, tu verras ce soir et tout. Et elle insiste, et il lui dit, non, je veux que tu me les étales sur moi, et après tu me donnes le sac avec ton caca. Et ça, je peux pas l'inventer. Hein. Il y avait 5000 personnes qui étaient présentes et qui ont entendu, donc je peux pas l'inventer. Voilà. Et ça, c'est une travailleuse du sexe, donc une prostituée qui t'a expliqué ça. C'est ça, qui est venue en live et qui nous a expliqué ça et plein d'autres choses, mais ça, c'est vraiment le truc qui nous a Et elle était OK? Quoi. Non, elle a pas fait. Ah, elle a pas fait? Non, elle l'a pas fait. Ah, donc elle l'a pas fait au final? Non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Il lui a demandé. Tu dois le faire sûrement avec d'autres gens. Oui, c'est sûr. C'est sûr, sympa. parce qu'il était très à l'aise pour lui demander, donc c'est qu'il doit avoir l'habitude. Et puis, enfin, je pense que pour demander ce genre de choses, c'est que t'as l'habitude, quoi. Oh my god. Bon, on va y venir, ce qu'on a attendu tout le podcast. Tu vas nous expliquer tes fameuses techniques. Ok. Là, on veut clairement savoir. Ouais. On commence par pamplemousse ou qui pétille? Ça pétille, comme tu veux. Hein. C'est quoi la meilleure? Alors, la meilleure, ça dépend. Moi, je préfère ça pétille, perso. Bon, on commence par la moins bonne, après on fait la meilleure. Ok, bon, bah, on va commencer par ça pétille, c'est le plus simple. Allez, ça pétille. Ok, donc ça pétille, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Vous allez prendre dans un commerce une bouteille de badois rouge, très important. Rouge? La rouge, c'est très important parce que c'est celle qui a beaucoup de bulles. Ok, donc ça, c'est très important. Donc, au moment de la fellation, donc il faut que la bouteille, elle ait été dans un endroit à température ambiante, pas au frigo. Ok. D'accord? C'est pas agréable. Donc, température ambiante, tu la laisses dans ta maison traîner. Au moment de la fellation, tu vas prendre une gorgée. Donc, tu l'avales pas, tu la gardes dans ta bouche. Ok?
tu la gardes dans ta bouche, tu vas gober donc le pénis. Et en fait, tu vois, quand on était petit, on a tous, enfin moi en tout cas je l'ai déjà fait, mais j'ai mis mon doigt dans un truc gazeux, coca. Et tu sais, t'as les bulles qui viennent se mettre autour de ton doigt comme ça. T'as déjà vu ou pas? T'as jamais fait attention? L'eau gazeuse quand tu mets le doigt dans l'eau? Ouais, et que t'as toutes les bulles qui viennent s'agripper à ton doigt comme ça. Donc c'est ce qui va se passer. Ok. C'est ce qui va se passer quand tu vas ça, mettre ça le remonte quoi, l'eau gazeuse, c'est ça? Non. Non. En fait, vraiment, quand tu vas mettre ton doigt dans le liquide ou un autre objet, ça peut être une cuillère ou quoi, quand tu mets dans l'eau gazeuse, toutes les bulles, elles vont venir se mettre autour de l'objet. Ok. Voilà. Donc là, nous, c'est ce qu'on recherche. D'accord? Donc tu vas mettre ta l'eau qui est gazeuse dans ta bouche, le pénis dans ta bouche. Donc il faut pas chercher à le mettre trop loin. Ça suffit. Ok? Donc juste un peu sous le gland. Et donc ces bulles vont venir se mettre sur le gland et toi, tu vas venir les exploser avec ta bouche et tu continues ta de manière normale. Je sais, c'est chelou, mais essayez, vous verrez. Ok. Voilà. C'est marrant. Ouais, ça Comment fonctionne t'as très trouvé bien. ça? Comment t'as découvert ça? Dans ma tête. Il se passe plein de choses dans ma tête. Mais... Voilà. Si, je te jure. T'as tout testé en fait et t'as essayé Pas tout, pour tes mais abonnés et patientes, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est fou. Ouais. Il y a une deuxième technique. Alors la deuxième technique, la technique du pamplemousse, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi sur les réseaux ou dans un film. Je sais pas si tu connais le film Girls Trip. Non. Non, c'est un film un film américain. Et en gros, cette technique, elle consiste à prendre un pamplemousse. Donc nous, on utilise aussi le concombre. Ça dépend. Ce avec quoi tu es le plus à l'aise, d'accord? Donc le pamplemousse, tu vas venir, donc un pamplemousse c'est comme ça, tu vas venir me couper le haut, couper le bas, et tu vas garder à peu près ça du pamplemousse, ok? Tu vas faire un trou au milieu du pamplemousse et tu vas le mettre au micro-ondes 20-30 secondes pour qu'il soit chaud, ok? Tu vois, quand tu prends le pamplemousse, la chair à l'intérieur, elle ressemble un peu à la texture du vagin dedans. C'est chelou, mais je te jure que c'est vrai. Et en fait, tu vas mettre le pamplemousse, tu vas tout simplement le mettre sur le pénis. Ouais, je te jure. Et ensuite, donc tu fais ta fellation et en même temps, tu montes et tu descends le pamplemousse pendant ta fellation. Si tu veux, ça donne une sensation de pénétration et de fellation en même temps, chose qui dans la vraie vie n'est pas possible. T'as pas une bouche au bout du vagin, donc c'est pas possible. Donc c'est hyper original comme idée. C'est hyper original et c'est très efficace. Et ça sert à quoi ces techniques? C'est pour le... tu vois, tout à l'heure, vous me demandez comment pimenter. C'est un moyen de pimenter. C'est un moyen de pimenter son couple. Ouais, pimenter sa sexualité. C'est pas ordinaire, on est d'accord que tout le monde fait pas des fellations de mousse, hein. C'est pas très ordinaire. Ouais. Je pense que non, mais c'est fou. C'est incroyable. Ouais, et j'ai très bon retour sur cette technique. Sylvie, j'ai appris 10 000 choses. Merci d'être une femme qui ose parler, parce que vraiment, je te jure, ça fait du bien de libérer la parole. Moi, les gens coincés, ils m'énervent. Je veux que des gens comme toi dans ma vie. Et vraiment, je trouve que si on peut avoir plus de meufs comme toi qui prennent la parole, qui décoincent un peu les gens, parce que ça fait du bien aussi d'être décoincé, c'est cool. S'il y a des gens qui nous ont regardés et qui sont intéressés par des consultations, des coachings avec toi, en couple, à plusieurs, seuls, avec leur mari ou pas, ils peuvent venir chez toi, Maison Madrina, ça s'appelle. On va mettre de toute façon tes réseaux sociaux dans la description. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment très sympa, on a beaucoup ri. Ouais, moi j'ai bien aimé tes questions. Et vraiment, merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à donner de la force au podcast. C'est grâce à vous que je peux continuer à inviter des personnes qui parlent vrai et sans tabou. Et surtout, je compte sur vous pour que l'espace des commentaires reste bienveillant. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine dans Carla pour toi.